Bonjour, je m'appelle Nzaka Monumerson, donc je suis un entrepreneur. J'ai évolué dans plusieurs domaines, le tourisme, l'agribusiness. Donc ce sont les entreprises dans lesquelles je suis volontairement un entrepreneur. J'ai commencé évidemment à l'INSCAE, des études que j'ai finies dans les années 2000. Je suis allé ensuite m'envoler quelques années au Canada pour finir un master en administration des affaires. Et après un parcours professionnel au Canada et en Afrique du Sud, je suis donc retourné au pays en 2009-2010. Et vous noterez que c'est une année de crise, ça ressemble beaucoup à la période actuelle. Et donc avec mon partenaire ADS, nous avons fondé une entreprise qui s'appelle Assistant Travel, qui est une entreprise du voyage. Aujourd'hui, nous avons également agrandi nos champs de compétences et d'activités dans l'agribusiness. Et aujourd'hui, les citrons Manir, la plantation Manir, va être donc l'invité de votre émission. Plusieurs défis, des défis positifs comme négatifs. Premièrement, une expérience douloureuse en termes de voyage. Et donc ça nous a donné l'idée de créer ensuite après une entreprise spécialisée dans le voyage qui est Assistant Travel. Ensuite, pour ce qui est par exemple de l'entreprise Manir, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel agri-business à Madagascar, mais aussi agri-touristique. Donc pour faire un mélange, un mariage des deux. Et c'est de là qu'est venue l'idée entrepreneuriale de Manir. De toute façon, en entrepreneur, une fois qu'on a goûté au goût de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ne vous quitte plus jamais. Donc vous allez toujours, de temps en temps, trouver une idée entrepreneuriale. Et je pense que c'est le premier conseil, c'est n'arrêtez pas de rêver, continuez à penser à des idées entrepreneuriales. Et puis si ça vous plaît, ça vous passionne, ben, vous pouvez continuer. L'entreprise Manir, nous l'avons créée en 2015. Donc c'est 2014 transactions pour l'acquisition foncière des champs. Donc c'était un terrain nu. Et aujourd'hui, nous avons cultivé à peu près 8 hectares, donc 6 hectares d'avocats et 2 hectares de citron. Donc c'est sur les 2 hectares de citron, c'est sur les 2 hectares que sont plantés les 800 pieds de citron. Donc c'est la rencontre de plusieurs partenaires. Donc un troisième larron qui est passionné d'avocat. Donc lui il dit allez on commence une business dans l'avocat. On a commencé d'abord par l'avocat et il fallait évidemment trouver une culture d'intercalaire plus rapide. Et c'est là où on a choisi les citrons. Mais on a choisi une variété de citron particulière, c'est la variété meilleure, donc MEYER. Donc c'est une variété qui ressemble à ceci. Vous voyez, c'est un mélange d'une orange et d'un citron. D'ailleurs, la genèse de ce citron, c'est vraiment ce croisement entre une orange et un citron. Donc vous imaginez bien que le goût est aussi un mélange des deux. Et nous avons vu qu'il y avait aussi également une opportunité de le placer dans les restaurants, dans la chaîne de distribution, puisque c'est une variété qui, bon, évidemment, elle n'a pas beaucoup de place à Madagascar. On connaît plus les limes, comme on dit, ou les citrons de petite taille. Mais je vous invite à justement voir le jus que peut sortir un citron meilleur de la plantation Manir. Premièrement parce que nos ingénieurs nous ont convaincus de la résistance du citron, du fait que il y a très peu de produits concurrents, mais c'est aussi un produit à cycle court entre guillemets par rapport à autre chose. Le citron a besoin d'eau
Donc c'est quelque chose que nous avons, c'est l'un des défis que nous avons eu pendant les 5 premières années de notre exploitation. Donc ils ont besoin d'eau, mais c'est une espèce que l'on peut très bien cajoler, entretenir sans trop de grosses maladies. Malheureusement non, personne ne vous aide lorsque vous sortez des études, vous avez très peu d'expérience, vous voulez vous lancer dans une affaire. Mon premier conseil, c'est d'abord de commencer. Donc on a utilisé l'épargne personnelle, hein, c'est les fonds de poche. En bon anglais, on appelle ça love money, c'est-à-dire ce que vous avez. Et puis on a commencé avec ça. Donc, on a commencé par acheter une voiture, donc on avait de l'argent, on a emprunté auprès des parents, des amis pour acheter la première voiture. Et puis ensuite après on a commencé cette aventure. Cette aventure on l'a commencé en 2009, donc aujourd'hui ça va faire plus de 12-13 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le quotidien des entrepreneurs, et plus principalement à Madagascar, n'est plus à faire. Hein. On a des difficultés au niveau sanitaire, au niveau crise. Depuis 2009, étudiant notre parcours entrepreneurial, on n'a pas cessé d'avoir des crises. La crise d'Air Madagascar, la crise de la peste et aujourd'hui la crise de la Covid-19. Donc à chaque fois, c'est toujours un lot de skills, donc beaucoup d'abord de focus, puisque la crise doit passer, elle n'est pas là pour durer, mais aussi la capacité de pouvoir se relever. Et je pense que c'est une question d'abord de mental, donc il faut d'abord se dire qu'on va passer à travers cette crise-là, et c'est ensuite après qu'on trouve la créativité pour où trouver les fonds, où trouver l'énergie et les ressources pour passer au-delà de la crise. J'ai personnellement eu un parcours corporate, comme on dit. J'ai été dans les soins corporels au Canada, j'ai été dans l'industrie du web marketing lorsque j'étais en Afrique du Sud. J'étais un très bon salarié, mais en tout bon salarié, j'avais aussi un deuxième écran. Le deuxième écran de mon bureau, c'était l'écran de mon rêve entrepreneurial. Il était évident que travailler à l'étranger dans un cadre corporate, ça faisait très bien les factures de la fin du mois, donc une très bonne paie, mais malheureusement très peu de liberté aussi. Aujourd'hui, je m'habille avec un t-shirt Manir, c'est aussi le plaisir de faire ce qu'on veut. Et aussi, dans un autre sens, de pouvoir contribuer soit à créer des emplois. Et ça, c'est je pense, l'aspect valorisant. Et aujourd'hui, à Madagascar, c'est le plus important. Alors, l'entrepreneuriat, c'est aussi le goût du risque. Il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui ne le sont pas. Entreprendre, c'est aussi prendre des risques, c'est prendre le risque d'essayer une idée et de voir aussi qu'elle peut ou ne peut pas marcher. Aujourd'hui, c'est important de le dire aussi. Si vous n'avez pas ce goût du risque, cette propension au risque, il va vous être difficile de croire en votre idée entrepreneuriale. J'aimerais aussi dire à tous ceux qui voient cette vidéo, qui sont vos abonnés, que malheureusement, entreprendre, c'est aussi prendre des risques. C'est de pouvoir se dire qu'on risque de tout perdre. Mais normalement, un bon entrepreneur ne voit pas ça. Il voit que le positif, il voit la liberté, il voit les carnets de commandes remplis, il voit un chiffre d'affaires conséquent. Et bon, après, le risque et beaucoup de positivité, je dirais, sont des ingrédients nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je vais aussi parler d'un élément que je pense qui revient souvent, avoir les moyens ou pas. On ne naît tous pas avec des parents riches, on n'est pas héritier. Il ne faut pas avoir peur d'essayer avec ce qu'on a en poche.
une petite épargne, une bonne idée. Aujourd'hui, il y a même d'autres idées de financement, mais moi je suis plutôt de l'école où on dit commencer petit et ensuite grandir, commencer avec les moyens du bord et ensuite grandir. Je n'ai pas peut-être encore la maturité ou l'idée d'aller chercher, avant même de commencer, des capitaux. Je pense que ce n'est pas aussi dans le contexte malgache. Je ne sais pas aujourd'hui si réellement on a des business angels. Les business angels sont les personnes qui vont aider dans les bonnes idées d'affaires. Je connais beaucoup d'incubateurs, mais très peu de business angels. Des business angels sont des personnes qui croient en vous avant même que le produit ne sorte de terre. Donc dans le contexte malgache, de l'entrepreneuriat, on est obligé de commencer tout seul, avec son idée, de faire en sorte que ça fonctionne, et c'est ensuite après que l'on va pouvoir intéresser des capitaux additionnels. Ça peut être des gens, des amis, des investisseurs qui veulent se greffer à votre entreprise, ça peut être même des banques qui pour une fois vont croire en vous puisque votre produit fonctionne. Donc ça c'est un petit clin d'œil pour la banque, hein. Et j'aimerais que ce morceau-là soit entendu. Malheureusement, on est aussi dans un système où, parce qu'on n'a pas fait ses preuves, ben évidemment le système financier ne croit pas en nous. Donc essayez avec ce que vous avez en main, mais croyez-y, faites en sorte que ça fonctionne et vous allez tout naturellement attirer l'aide, le financement et la croissance avec tout ça. Je pense que c'est d'abord un peu de chance, mais aussi beaucoup de planification. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est beaucoup de planification. L'entreprise, au cours de la croissance, elle a pu quand même acquérir un certain nombre d'actifs. Je parle de véhicules, par exemple. Et ces véhicules-là nous ont permis ensuite après de tenir au-delà de la crise. Sur les bancs d'école, on apprend souvent que la dernière chose à faire, c'est de vendre tous les outils de production quand on a un besoin en fonds de roulement. Donc avec la crise, évidemment la crise de la Covid, on a eu un besoin de liquidité, de trésorerie. Quand on a épuisé tous les instruments possibles, les crédits bancaires, le report des créances fournisseurs, on est bien obligé de vendre de l'actif. Nous avons choisi de vendre une partie de notre parc automobile. Quand on dit une partie, ça veut dire que il reste encore 70% du parc automobile pour pouvoir être prêt à la reprise, mais les 30% nous ont permis de tenir jusqu'à aujourd'hui. La beauté du web, la beauté de l'entrepreneuriat aussi, surtout lorsque la famille et les amis vous soutiennent, c'est le fait de se voir confier les premiers voyages par les familles. Donc friends and family comme on dit. Donc nos premiers clients c'était évidemment de la famille qui ont testé nos capacités à gérer un voyage. Et ensuite évidemment dans les années 2010-2011, le web commençait à prendre beaucoup de place. Donc du placement publicitaire sur Internet, un peu de référencement, et nous avons commencé à recevoir nos premières requêtes via Internet. Pour Manir, les premiers clients, le premier gros client, ça reste quand même la distribution, et on parle de notre ami Leader Price. Alors c'est un réseau, ce sont des gens qu'on a eu la chance de connaître donc de par le côté professionnel, et on leur a vendu l'histoire d'un citron biologique qui vient d'une ferme gérée par des ingénieurs du côté d'Itas, et c'est comme ça que nous avons vendu nos premiers kilos de citron avec cette chaîne de grande distribution.
trouver d'autres clients, évidemment, on va utiliser la méthode traditionnelle d'aller faire de la prospection. Mais c'est aussi grâce à des vidéos comme ceci qui nous donnent évidemment un peu plus de visibilité sur les réseaux. Et aujourd'hui, les citrons Manir sont des citrons que du moins la population ou la clientèle locale connaît. Et donc ça nous aide à justement avoir un peu plus de notoriété. Mais on ne va pas oublier le côté prospection, c'est-à-dire tout l'aspect commercial, celui d'aller approcher les restaurateurs, les chaînes de distribution pour aller justement vendre. Nous avons également aussi depuis maintenant quelques mois une boutique en ligne. Donc c'est vendre des citrons en ligne. C'est peut-être une idée folle, mais c'est aussi une idée, une opportunité de trouver des nouveaux clients. Lorsqu'on entreprend et c'est aussi la beauté de Madagascar, hein, je préfère vendre cette partie-là à tous les auditeurs de votre chaîne YouTube. C'est évidemment de faire en sorte que les opportunités entrepreneuriales sont disponibles à foison à Madagascar. Il faut juste l'idée de se lancer. Donc, comme je le disais auparavant, c'est en parcourant Madagascar qu'on peut voir des opportunités. Donc, le voyage nous a permis de faire ça. Et puis aujourd'hui, on rencontre aussi des partenaires qui ont des idées, qu'on épouse peut-être ou peut-être pas, et on s'allie avec eux. Donc, l'entrepreneuriat aussi, c'est aussi beaucoup de courage de s'associer. Premièrement, il faut trouver des personnes qui partagent la même passion, partagent la même culture entrepreneuriale. Et ensuite, après, évidemment, ça c'est la partie la plus intéressante, c'est l'aspect de diversification. On ne peut pas tout mettre dans le même panier. Je peux vous dire même aujourd'hui, heureusement qu'on a Manir, puisque c'est la partie qui bouge le plus, puisque la partie voyage est complètement en arrêt. Eh bien oui, malheureusement, nous sommes passés à travers le chômage technique. Donc à partir d'un certain moment, certaines personnes se sont lassées et ont décidé de partir de par elles-mêmes. D'autres ont malheureusement choisi aussi peut-être un départ négocié ou peut-être trouver d'autres opportunités. Donc en termes d'entreprise, je parle d'Assistant Travel, nous sommes passés d'une vingtaine de personnes à plus que 5. Mais c'est pas grave, je pense que c'est 5 qui vont être prêts à la relance. Ça va être une équipe suffisamment forte pour faire face à la demande à la reprise. Mais oui, nous avons vu notre personnel, nos bonnes ressources partir à cause de la crise. Personnellement, je pense que lorsque je fais un retour sur les 12 dernières années d'entrepreneuriat, c'est le fait de voir une entreprise grandir de façon organique, d'avoir le sentiment qu'on contribue à une meilleure vie de plusieurs personnes. Lorsque nous avons commencé cette entreprise, on était à 2 employés. Aujourd'hui, juste avant la crise, je parle évidemment juste avant la crise Covid-19, on est arrivé à 20 uniquement sur la partie voyage. Si on étend à la plantation, on va aller jusqu'à 27 permanents. Et puis si on pense au village, ça peut facilement aller à 50 journaliers. Donc c'est ce sentiment de contribuer qui est, je pense, la plus grande réussite. Maintenant, je pense que les auditeurs peuvent faire le calcul. Si on a commencé à 2, c'est qu'il y avait le volume d'affaires pour 2. Et maintenant, quand on finit à 20, c'est qu'il y avait un volume d'affaires pour 20. Donc, ça, c'est la partie, entre guillemets, la réussite financière.
mais elle n'est pas, elle a été éphémère pour l'instant puisque la crise a fait en sorte de remettre les compteurs à zéro. Et aujourd'hui, en 2021 ou 2022, on va recommencer comme si on était en 2009 ou en 2010. Pour Manir, je pense que beaucoup dans la différenciation, déjà un produit qui ne se fait pas, mais c'est aussi notre capacité à être présent et vu sur les marchés. Nous avons, sans beaucoup de prétention, la possibilité d'être visible. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les agriculteurs, surtout à Madagascar, ne sont pas très visibles. Donc on ne sait pas qui se cache derrière les belles tomates, les belles carottes, puisque ce sont des paysans qui subissent aussi les vicissitudes de la chaîne de valeur. Il y a un collecteur, c'est le collecteur qui est visible, alors que nous avons cette capacité commerciale d'être présents auprès de nos clients. Et donc évidemment, ça a contribué à être beaucoup plus présent auprès des marchés, d'être beaucoup plus proche de nos clients et de, entre guillemets, couper beaucoup dans l'intermédiation. Premièrement, la volonté de faire. Donc ça, pour moi, c'est de passer à l'action. Et plus particulièrement à Madagascar. Il suffit de prendre une idée, si on y croit fermement, c'est d'aller foncer. Ne pas s'arrêter à l'idée, c'est de foncer. L'avantage, et je vais parler aux entrepreneurs derrière votre antenne, c'est qu'on a la capacité de réessayer à Madagascar. Donc aujourd'hui, Madagascar, c'est aussi, en effet, on dit souvent, un pays d'opportunités. On peut prendre une opportunité, si ça ne marche pas, on peut recommencer sur autre chose, sans énormément investir. Et ça, c'est quand même là aussi la possibilité de pouvoir entreprendre à Madagascar. Mais il faut commencer, et ça prend vraiment cette volonté de faire. Donc ça, c'est le premier skill. Le deuxième, c'est beaucoup de résistance. Donc, être entrepreneur, c'est pas aussi facile que l'on pense. Il faut être en mesure de se dire, si je suis une crise, est-ce que je vais être le premier à ne pas me faire payer? Est-ce que je suis en mesure de tout lâcher? Cette capacité-là est nécessaire puisque à Madagascar aussi, entrepreneur, ça peut donner la liberté, mais ça donne énormément de responsabilités. Et donc, il faut la résistance puisque c'est comme tout. Si c'est trop facile, je pense que Madagascar serait envahi d'entrepreneurs. Mais il faut avoir la capacité de résister aussi. Des fois, l'administratif peut être pénible. Des fois, on peut subir des crises. Mais avoir cette capacité de résistance est aussi très important. La plus grande qualité d'un entrepreneur, c'est de saisir l'opportunité. C'est de choisir le bon moment pour commencer. Le bon moment de commencer, ça peut être au lendemain d'une crise, ça peut être pendant la crise. C'est savoir détecter ces bons moments-là. C'est aussi de savoir lire les opportunités autour de soi. La beauté à Madagascar et surtout d'entreprendre à Madagascar, c'est de voir toutes ces opportunités-là à foison. Autour de nous, il y a tellement de choses à faire. Vous avez une opportunité aujourd'hui d'être une émission vue dans le monde entier sur l'entrepreneuriat. C'est faisable dans un contexte comme Madagascar. Donc, moi, je sais que ça l'est déjà. Ça peut être ce que vous êtes en train de faire, par exemple, peut s'exporter très facilement à l'étranger. Mais il faut commencer. Commencer, innover, parce que de toute façon, on va être suivi, mais au moins en innovant, on a déjà une longueur d'avance.
à mûrir son idée. Moi, j'aime toujours l'idée de se dire « Ah, c'est une idée qui va marcher ». La mûrir et directement l'essayer. Parce que après, si ça ne marche pas, si vous ne trouvez pas un client, c'est pas la bonne idée. C'est que cette idée ne répond pas à une demande du marché. On peut avoir l'idée, mais si elle ne répond pas à une demande du marché, ça ne sert à rien puisque on est aussi dans un cycle de créer une activité économique. Donc il faut d'abord commencer à mûrir une idée, la mettre en action, voir si la clientèle répond et ensuite continuer à l'améliorer ou la mûrir. Si le parcours était à refaire, aujourd'hui, c'est peut-être diversifier plus tôt. À cause du contexte que l'on vit aujourd'hui, on s'est rendu compte que peut-être on aurait une autre histoire, une histoire différente, si nous avions commencé l'aventure de manière plus tôt. Parce qu'on avait la capacité de le faire plus tôt. Mais au fait, je ne sais pas si c'est la volonté ou l'opportunité qui s'est présentée trop tard. La journée type de l'entrepreneur, ma journée type, je commence habituellement à 5h30 tous les jours, même pendant les week-ends. Je ne vis plus sans mon calendrier. Donc le calendrier me permet d'agencer ma journée et d'avoir un aperçu des objectifs à atteindre, ne serait-ce en termes de rencontres, en termes de tâches, avant de clôturer. L'entrepreneuriat, c'est aussi, dans mon cas personnel, je cumule aussi des activités associatives, comme des activités en ce moment d'aide au soutien à l'industrie touristique. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil à ceux qui regardent votre chaîne, puisque j'ai la chance aujourd'hui de gérer un programme de soutien, de formation à l'intention de l'industrie touristique qui s'appelle Miachka Covid. Donc c'est ma partie touristique de la journée. Ensuite, j'ai la chance de voir mon collègue Kevin pour tout ce qui est manière et autres idées d'affaires dans une autre partie de la journée. Et la journée typique se termine aux alentours de 18h30 pour ce qui est du travail, pour un peu de temps en famille et de penser à d'autres idées d'affaires ou à des idées de survie pour comment passer à travers cette crise. Je pense que le succès pour moi est lié avec le sentiment de joie. Le succès, c'est pour moi, c'est faire ce que l'on veut, de dépendre, d'avoir cette liberté du temps, des mouvements et de se dire j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée, j'ai fait du bien autour de moi. Voilà. Aujourd'hui, on peut voir que le succès ne se mesure pas uniquement en termes monétaires, puisque on a vu malheureusement des personnes disparaître, même nantis, à cause de la santé. Donc aujourd'hui, le succès, c'est de faire tout ce que j'ai dit précédemment, mais en même temps, être en bonne santé. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses avec Nzak. Il est dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus dans ce monde. Je pense qu'avec 5 années d'expérience à travailler avec lui, j'imagine qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs qu'il m'a transmises, que j'utilise actuellement et que je peux utiliser encore dans le futur.
Je me souviens très bien, en 2014, j'ai effectué un stage chez Assistant Travel. Après mon stage, je me suis approché directement de lui et je lui ai dit « Zaka, un de ces jours, j'aimerais devenir comme toi. Quel conseil me donnerais-tu » Puis lui, sans hésiter, il m'a dit « Il faut s'instruire. Donc la lecture est une chose que je peux te conseiller. Lorsque tu ne peux pas aller dans les grandes universités, lorsque tu ne peux pas aller te former, investis dans des livres. » C'est ce que j'ai fait en fait en 2014 et ça a vraiment changé ma perception du monde. Puis aujourd'hui il me dit souvent « Kevin, ouvre bien tes yeux, où est-ce que tu vas? Là où tu vas, il se peut qu'il y ait toujours des opportunités. » Donc je prends ça vraiment comme une leçon. Il faut être réactif. Et puis enfin, il est vraiment important de savoir s'entourer. Une des choses qu'il m'a appris aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons tous les jours. Donc, lorsqu'on a des objectifs, lorsqu'on veut avancer, il faut vraiment savoir avec qui travailler, avec qui être. C'est une des choses qui nous aide dans notre développement personnel. Puis voilà, il faut pas avoir peur d'être avec des personnes qui sont plus intelligentes que soi. Il faut même choisir d'être avec ces personnes-là parce que eux, dans la plupart du temps, ils peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Foncez, n'écoutez pas les autres et surtout ceux qui vont vous dire que ça ne va pas marcher. Pour moi, c'est un conseil que je dis souvent. Pour ceux qui sont évidemment même à l'extérieur de Madagascar, il faut juste essayer, c'est une opportunité d'essayer. Au pire, il faut essayer. Après, on a toujours la capacité de revenir en arrière, mais il faut d'abord essayer, il faut faire. Puisqu'en faisant, en créant une entreprise, en se lançant dans l'entrepreneuriat, on se découvre exactement aussi d'autres skills, d'autres capacités que l'on n'avait pas avant. J'ai eu personnellement la chance d'avoir une éducation tournée vers le business, donc oui, mais aujourd'hui, c'est en entreprenant que j'ai la chance d'utiliser tout l'aspect théorique de ce qu'on a appris à l'école. Corban œuvre dans tout ce qui est conseil RH, formation, coaching, mentoring des startups et externalisation de paix. Nous pouvons aussi vous aider dans l'élaboration de business models et de business plan. Si vous avez des projets de vidéo marketing, nous pouvons également vous offrir nos services.